Une fée si malfaisante qu'elle sauta sur l'opportunité de noyer des enfants? C'est en Suisse que prend racine notre légende d'aujourd'hui. Partons pour le canton du Valais et plus précisément la ville de Saint-Maurice, à l'entrée d'une grotte baignée de magie et théâtre de 3 légendes. Les grottes constituent un monde à part, étrange, effrayant et rempli de secrets. Elles fascinent et inspirent les artistes et les aventuriers. Nombre d'auteurs ont d'ailleurs écrit des romans ayant pour décor des grottes. C'est le cas de Robert Anthony Salvatore avec sa série La légende de Drizzt, dans laquelle le héros évolue en Outre-Terre. Et comment aussi ne pas mentionner ces lieux de fantaisie que vous connaissez certainement. Je vais parler de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux ou tout simplement de la caverne de Gollum dans Le Hobbit, 2 livres écrits par Tolkien. Mais on reviendra sur Tolkien dans une autre vidéo, une vidéo spéciale, parce que vous le savez sûrement, mais il a entretenu un lien très étroit avec la Suisse. Plus modestement, mon propre roman, non, je ne me fais pas de la pub, se déroule dans un monde souterrain et hostile. Et si j'ai choisi les grottes pour décor de cette histoire, c'est parce qu'elles m'ont toujours vraiment fascinée et surtout effrayée. Et oui, un certain film y est pour beaucoup. I don't know. What do you mean you don't know? There's no breeze. It could be any one of these tunnels. Take your pick. Oh, fuck it. Hello! Please. Is there anybody there? Hello! Des grottes, il y en a un petit peu partout en Suisse, mais pour cette histoire, partons dans le canton du Valais, dans une grotte qui heureusement n'abrite pas Gollum, mais une fée. Nous voici à Saint-Maurice, commune du canton du Valais. C'est là. Mais Saint-Maurice n'est pas connu que pour sa célèbre grotte aux fées. Il y a également l'abbaye de Saint-Maurice, édifiée par le roi burgonde Saint-Sigismond, qui vaut le coup d'œil pour son côté historique. Elle renferme en son sein les reliques de Maurice d'Agone, martyr du massacre de la Légion TBN. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que ces légionnaires avaient été envoyés persécuter les chrétiens de Martigny. Mais étant eux-mêmes majoritairement chrétiens coptes, eh bien ils refusèrent d'obéir aux ordres et ils furent massacrés en retour. Mais revenons-en à notre grotte. En 1831, 2 spéléologues bernois, Haller et Hoth, explorent une grotte constituée de calcaire et de marbre noir. Et cette grotte, connue depuis l'Antiquité tout de même, est le théâtre d'une légende très populaire dans la région. La grotte aux fées, contrairement à ce que son nom indique, ne fait pas référence aux fées, mais aux moutons. Fée, je sais pas. Si vous parlez patois, merci de m'éclairer en commentaire. Et donc vous vous en doutez, si ça s'appelait grotte aux moutons, c'est parce que les bergers y abritaient leurs troupeaux les jours d'orage. Et ce n'est qu'au cours du 19e siècle que les habitants de la région adoptent le nom de trou aux fées. Et les fées en Suisse, c'est toute une histoire. Pour mieux comprendre, cap sur la vallée de Joux, et plus particulièrement le lac de Joux. On raconte que jadis, des fées et des elfes peuplaient la région de Joux. Au printemps, les fées saupoudraient de bonne humeur les bourgeons pour donner naissance à de magnifiques fleurs. Puis en automne, elles se chargeaient de repeindre bois et forêts d'une couche de peinture d'or. Malheureusement, le bonheur parfait du petit peuple fut entaché par l'apparition de bien étranges créatures, les humains. Humains qui, dès leur arrivée, s'échinèrent à abattre les arbres et à bouffer biches et lapins. La nouvelle se répandit à travers la forêt et les fées en allèrent vivre dans un nouveau palais, aussi loin que possible des hommes, au fond du lac de Joux. D'après la légende, si vous êtes un amoureux de la nature et que vous voyez la surface de l'eau scintiller, sachez que ce sont les fées qui vous font un petit signe d'amitié. Dans le folklore suisse, les fées sont décrites comme des créatures bienveillantes, des protectrices de la nature. Et celle de la grotte de Saint-Maurice ne fait pas exception à la règle. Il y a fort longtemps, une fée du nom de Frisette fut envoyée sur Terre pour protéger la famille Duin qui habitait un château dominant la plaine de Baie. Plaine de Baie, celle des Alpes, peut-être qu'on en fera une vidéo parce qu'il y a une petite légende avec ça. La famille de Duin, originaire de Duin près de Genève, est une ancienne famille de la noblesse d'extraction chevaleresque, dont la lignée s'est aujourd'hui complètement éteinte. Mais à cette époque, cette famille comptait parmi les plus importantes. Frisette était une fée bienfaisante, très appréciée dans la région, mais malheureusement, s'il existe des fées bienveillantes, il en existe aussi des malveillantes. Et celle-là, elle est brisée à tout jamais le destin de Frisette. Turlure vivait au Diableret, une montagne qui se trouve assez près de Montreux dans le canton de Vaud. On aurait d'ailleurs aussi beaucoup à dire sur les Diablerets, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Turlure fut contrainte de quitter la montagne après un terrible incident qui la priva de sa maison. Pour faire simple, ça dégringolait sévère là-haut et rien qu'à voir ces photos, on comprend qu'il y a une part de vérité dans cette légende.
Se retrouvant sans logis et n'ayant ni amis ni famille, enfin personne sur qui compter, Turlure ne savait vers qui se tourner. Après d'intenses réflexions, elle eut alors l'idée de demander l'hospitalité à Frisette. Après tout, cette fée était connue pour sa grande bonté et elle ne pouvait certainement pas lui refuser l'hospitalité. Et notre bonne Frisette était effectivement trop gentille. Elle ne trouva pas le courage de la renvoyer, mais elle connaissait le cœur sombre de sa congénère. Aussi lui fit-elle promettre de ne nuire à personne dans la contrée. Hélas, même si c'était complètement prévisible, la mauvaise nature de Turlure refit surface peu de temps après son installation, et quand elle vit 2 enfants du château de Duin jouer innocemment le long du Rhône, son visage se para d'un sinistre sourire. Elle s'approcha des enfants, sans un bruit, et d'un geste malveillant les poussa dans le fleuve. De justesse, Frisette réussit à sauver les petites victimes grâce à sa baguette magique et, dans une colère qui lui était encore inconnue, elle se tourna vers Turlure et la frappa. Elle lui défonça la gorge, elle la tapa si fort que la fée malfaisante tomba dans les flots tumultueux et s'y noya. Malheureusement pour Frisette, qui avait utilisé sa baguette magique pour tabasser Turlure, vit que sa précieuse baguette s'était brisée sous la force des coups portés. Son cœur se serra. Sa mission sur Terre désormais terminée, elle quitta la contrée à tout jamais. Les fées ont disparu, mais la grotte où vivait Frisette demeure. On peut même la visiter, et si vous êtes attentif lors de votre visite, vous pourrez plonger votre main gauche dans l'eau de la fontaine des fées et faire un vœu qui se réalisera à la seule condition que vous reveniez un jour pour remercier les nymphes de la grotte. Cette grotte n'est pas seulement le théâtre de la légende de Frisette. Au fil de l'exploration des galeries, on finit par tomber sur une petite formation de calcite appelée le crocodile et qui a enflammé l'imagination des gens du pays. Selon la légende, la grotte aurait abrité un reptile géant. Ce dernier vivait dans le lac situé au plus profond des galeries visitables. Visitable parce que oui, vous pouvez aller voir ce lac si vous craignez pas de vous faire arroser par les cascades. On raconte que le reptile, désigné comme un reptile volant, alors un dragon j'imagine, s'ennuyait seul dans le lac. Tu m'étonnes! Il décida un beau jour de quitter son royaume souterrain dans l'espoir de rencontrer les siens. Depuis la cascade, il sauta jusqu'à une galerie, mais eut du mal à poursuivre la route tant il était massif. Après quelques jours à errer à moitié coincé dans les tunnels, il finit par tomber sur une fée que vous connaissez de nom, la fée Carabosse. Elle fut si furieuse de voir que la bête tentait de fuir la caverne que d'un coup de baguette magique, elle la figea dans la roche à tout jamais. Pour cette histoire, parlons un peu d'un jambon. Ou plutôt d'une protubérance rocheuse en forme de jambon, et retrouvons notre fée Frisette la bienveillante qui, vous le verrez, risque de vous décevoir. Pour vous raconter cette histoire, vous devez savoir que Frisette n'était pas la seule habitante de cette grotte. D'après la légende, elle était mariée et 12 nains vivaient avec elle et l'aidaient dans les tâches du quotidien. Where's the baby? Ce jour terrible, Frisette et son époux se promenaient au bord du lac, s'arrêtant pour un baiser à chaque contour. Alors que tous deux en étaient à leur 41e baiser, Frisette pencha la tête en arrière pour recevoir le 42e, quand elle aperçut les 12 nains cachés derrière un rocher. Frisette leur ordonna de ne pas bouger et d'attendre son retour, mais un des 12 nains, nommé Pipeau, brava l'interdit et suivit sa maîtresse jusqu'au garde-manger où il décrocha un jambon. Aidé des autres nains, il dévora le jambon et ensemble, ils plantèrent l'os au sommet de la voûte. Ne me demandez pas pourquoi. Malheureusement pour Pipeau, Frisette n'était pas stupide et visiblement elle tenait très très fort à son jambon, donc elle devina très vite qu'il avait dévoré. Le gras, c'est la vie. Elle traîna Pipeau par une oreille jusqu'au lac et... non, elle ne lui éclata pas les dents à coups de pied, mais le figea dans la roche pour l'éternité. C'est très bienveillant. Nous avons fait le tour des 3 légendes. Alors maintenant, ce serait intéressant de savoir pourquoi, enfin d'essayer de comprendre pourquoi de telles légendes ont vu le jour. Et pour ça, je vais faire appel au porteur de clés, à Keman de la chaîne Les Contes de Clés. Keman! Bonjour tout le monde, je suis Keman de la chaîne Les Contes de Clés, où l'on y parle surtout de narration. Et pour répondre à ta question, ma chère Hello, eh bien on n'en sait rien du tout. Il nous manque surtout un élément essentiel à la compréhension de ces textes, le contexte. À quelle époque ont été inventés ces contes? Sont-ils seulement transmis de bouche à oreille? Et si oui, quel pourcentage de l'histoire originelle avons-nous perdu d'une oreille à une autre? La plupart des contes et légendes se transmettent par le bouche à oreille, et forcément, les versions diffèrent au fil du temps. Mais certains aspects du conte demeurent immuables, à commencer par la grotte.
Les grottes ont deux visages. C'est tout d'abord le repère des créatures hostiles, des loups et des ours sauvages. Et les petits villages aux alentours en sont parfaitement conscients. C'est un lieu que les enfants doivent à tout prix éviter. Mais c'est également le refuge des premiers hommes, lorsque la tempête faisait rage et qu'ils s'y abritaient pour survivre. On reste au bord de la grotte sans jamais s'aventurer plus profondément, mais ceux qui s'y risquent ne sont pas à l'abri de tomber sur des merveilles. En psychologie, Carl Jung décrit la grotte comme étant une quête de soi. Pas à pas, on descend plus profondément dans notre inconscient, symbolisé ici par la grotte, à la recherche de notre véritable identité. La grotte, c'est aussi le symbole de la magie, la porte d'entrée des mondes magiques et autres royaumes défaits qui se sont installés profondément sous terre. Quant aux contes et à ce qu'ils racontent, il ne faut surtout pas oublier que ce sont d'abord et avant tout des histoires racontées aux enfants pour éviter qu'ils ne se rendent dans ces grottes. Ce sont des histoires remplies de petites morales et d'exemples généralement à ne pas suivre pour apprendre aux enfants la différence entre le bien et le mal. Ce type d'histoire servait alors de prétexte aux petites gens du coin pour expliquer des choses qui étaient inexplicables à l'époque, comme le comportement du son dans ce type de lieu, ou encore la formation des stalactites ou des stalagmites, et d'autres étranges formes sur les murs de la grotte. Pas étonnant que la morale de ces histoires était très souvent expéditive et simpliste. Ah oui, on devait très bien dormir à l'époque. Et la petite fée dévora les petits enfants. Fin. Mon travail est désormais terminé. Continuez d'imaginer, de créer et de partager. Ciao! C'est tout pour ce premier épisode consacré aux contes et légendes suisses. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos légendes préférées et celles que vous aimeriez voir traitées sur la chaîne. Profite également d'avoir un petit peu votre attention pour vous inciter fortement à aller voir la chaîne de ce cher Keman, donc le porteur de clés des contes de clés. Je l'aide à administrer sa chaîne et du coup là-dessus on parle surtout de quoi? On parle narratologie, la science de la narration. Et même si l'écriture n'est pas votre tasse de thé, si vous ne comptez pas écrire un roman, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de savoir comment se construit une histoire. D'autant qu'on ne parle pas que romans, il y en a pour tous les goûts puisqu'on parle également de films, de séries et de jeux vidéo. L'année 2021 sera également l'année de sortie de mon premier roman de Dark Fantasy, donc je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne voulez pas perdre une miette des actualités en lien avec ce projet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous connaissez la procédure, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. En attendant, je vous dis à très bientôt et tout de bon.